Bonjour. D'abord, je voulais dire que depuis un jour et demi, j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans le secteur semences, auraient été intéressés de participer à... Je suis trop près? Plus près? Comme ça va? C'est mieux? Bon. Oh, je peux le poser sur le pot du menton si c'est encore mieux. D'accord. Donc je vous disais voilà, que j'ai bien profité de cette journée et demie et que donc ayant passé toute ma carrière professionnelle au GNIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences, où j'ai en fait j'ai changé 3 fois de métier. Et ce matin, quand on a parlé des prairies, moi, ça m'a rappelé beaucoup de choses, parce que pendant 16 ans, je me suis occupé de prairies. Donc, à un moment, j'aborderai un peu les fourragères. J'en dirai quelques mots, puisque je vois que c'est un sujet... C'est vrai que les petites légumineuses prairiales sont réputées pour être d'excellentes plantes pollinisatrices, parce qu'elles fleurissent pendant une très longue période, et qu'elles peuvent occuper des surfaces importantes, et que celles qu'on trouve en France ne sont pas les mêmes, probablement, surtout que celles qu'on trouve en Angleterre. Donc, en ce qui concerne la production de semences, alors oui, non, après au GNIS, en fait, après m'être occupé de ça, j'ai été responsable des études et des statistiques en France, donc j'ai eu une vision assez générale sur les productions sur les semences en France. Et puis après, pendant les 12 dernières années, j'ai été secrétaire général des sections potagères et florales et betteraves et chicorées industrielles. Donc ça veut dire que j'étais un peu au cœur de l'interprofession. Le GNIS, c'est un organisme à la fois officiel et interprofessionnel qui est chargé du secteur semences en France. Donc j'ai eu, de ce point de vue-là, à gérer un certain nombre de problèmes qui se posent entre les différents partenaires de tous les métiers concernés par la profession des semences. Alors, je vais vous parler d'abord un peu de quelques aspects économiques, parce que s'il y a, bien sûr, les pollinisations, c'est très important pour pratiquement toutes les productions agricoles, mais en particulier pour les productions de semences, qui ont un caractère spécifique dont je vais vous parler, d'un point de vue des aspects économiques, mais aussi, bien sûr, sur la qualité des semences, parce que la qualité de la pollinisation peut influe fortement sur la qualité des semences. Et puis après, je vais vous parler de choses particulières qui expliquent d'autres choses que je vais vous détailler, en particulier toute l'organisation qui est faite pour pouvoir produire des semences de bonne qualité en France. Et je parlerai plus particulièrement de cas particuliers sur certaines espèces. Donc là, par exemple, je vous ai mis 2 photos. Donc vous savez que la plupart des gens, quand ils parlent de betteraves, ils pensent à des racines qui font du sucre. Et puis d'autres, quand on parle des carottes, on pense à des racines qu'on mange en salade ou cuite. Mais en fait, les producteurs de semences, c'est des plantes bisannuelles, et ce qui les intéresse, c'est de faire des semences l'année suivante. Donc c'est des cultures plus longues qui posent des problèmes différents. Alors, la production de semences, c'est d'abord, il faut dire que les semences, c'est le premier intrant des cultures. Donc ça a un côté stratégique. Produire des semences, il faut le prévoir plusieurs années à l'avance. Sélectionner des semences, ça prend facilement entre 6 et 15 ans. Produire des semences, on produit des semences de pré-base, des semences de base. Enfin, il y a plusieurs années de multiplication avant d'arriver à pouvoir fournir en quantité suffisante les variétés demandées par les agriculteurs ou par les particuliers au niveau des espèces, mais aussi au niveau des variétés. La demande évolue, tout ça, ça demande beaucoup de préparation, de prévision. Et puis, donc ça a un côté stratégique, et de ce point de vue-là, c'est pour ça aussi que la production de semences est encadrée et réglementée d'une manière assez complète et complexe. Et la réglementation semences est essentiellement européenne, elle est après transcrite en droit français, mais il y a tous des dispositifs très compliqués en matière d'organisation des semences. Alors après, aux semences, on leur demande d'avoir un certain nombre de qualités, bien sûr. Donc il y a ce qu'on appelle la pureté spécifique, ça veut dire qu'il n'y a pas de matières inertes quand vous achetez un sac de semences et qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Après, il y a la pureté variétale, donc c'est surtout ça dont je vais parler, parce que les problèmes d'isolement, de production de semences, en tous les cas pour un grand nombre d'espèces allogames, sont des problèmes compliqués qu'il faut essayer de résoudre. Et la France, je dirais, est de ce point de vue-là en avance sur la plupart des pays. Alors après, il y a des problèmes de faculté germinative. Là aussi, la pollinisation peut intervenir sur la qualité germinative des semences. Et puis, bien sûr, l'état sanitaire, qui est aussi un problème particulier sur lequel il y a des réglementations complexes qui sont souvent internationales.
alors la France, c'est un grand pays semencier. Hein. Les gens ne le savent pas trop, mais on est quand même on est le premier pays agricole en Europe, mais on est aussi le premier pays producteur de semences d'Europe, et on est le premier pays exportateur mondial. Alors c'est vrai qu'on est au coude à coude avec les Hollandais, mais les Hollandais, s'ils nous rattrapent de temps en temps, c'est parce qu'en fait, ils viennent produire en France les semences. Après, elles repartent en Hollande. Là, elles sont triées, traitées, conditionnées, et ils les revendent avec de la valeur ajoutée. Donc, mais grosso modo, c'est bien en France que les surfaces en multiplication, en tous les cas, sont bien beaucoup plus importantes qu'en Hollande, et qu'on est premier pays exportateur mondial. L'an dernier ou il y a 2 ans, il y a eu un article dans Le Monde qui citait en quoi la France était première. Eh bien, la France, elle est premier pays exportateur mondial. La France est un grand pays semencier. Alors, je reviendrai un petit peu pourquoi. Et les espèces qui sont les plus exportées, donc, c'est les semences de maïs. Alors, c'est plus en chiffre d'affaires qu'en volume, hein, parce que les semences, elles ont des poids très différents. Mais il y a des espèces qui circulent très bien, qui s'exportent beaucoup, comme le maïs, les semences potagères, là, il y a beaucoup d'espèces concernées. Les oléagineux, on en parlera un petit peu. Les betteraves, c'est plus compliqué parce qu'en fait, elles font des allers-retours. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les principaux pays sélectionneurs de betteraves, c'est la France, mais aussi l'Allemagne, la Belgique. Et en fait, les semences de base sont produites dans ces pays-là. Elles sont multipliées en France. Après, elles retournent en Allemagne, où là, elles prennent aussi, elles sont conditionnées, elles sont valorisées, et après, elles sont réexportées. Donc au total, la balance commerciale en betterave, elle est équilibrée, mais c'est en France qu'on fait de la multiplication. Mais je reviendrai sur le cas de la betterave. Donc pourquoi la France est première? Ça tient à un certain nombre d'explications. D'abord, la France, on est très favorisé hein, d'un point de vue diversité de climat, de conditions pédoclimatiques. On a la possibilité de produire de très nombreuses espèces dans des relativement bonnes conditions, des conditions plus stables que dans beaucoup de pays dans le monde où ils ont des aléas climatiques qui sont plus forts que nous. Donc c'est déjà un avantage au départ. Après, on a un savoir-faire historique. Hein. En 2015, on a fêté le 200e anniversaire de l'arrivée des Villemorins à Verrières-le-Buisson. Donc il y a eu une série de festivités et un grand colloque aussi organisé par la SNHF à Paris à cette occasion. Mais les Villemorins ont fait un travail fantastique en matière d'importation, de connaissances de milliers d'espèces végétales à travers le monde, de description. Quand on parle d'anciennes variétés, souvent c'est des anciennes variétés qui ont été décrites par les Villemorins. Et puis après, en matière d'amélioration des plantes, c'est eux qui ont été un peu au départ de toute la sélection généalogique. En même temps que Mendel écrivait ses lois, eux, ils les mettaient en pratique. Donc tout ça, c'est l'aspect historique. Après, une autre explication, c'est qu'on a un réseau d'agriculteurs multiplicateurs. Alors pour produire des semences, essentiellement, il y a 2 grands partenaires. Il y a les semenciers, les établissements producteurs de semences, qui passent des contrats de multiplication avec des agriculteurs multiplicateurs qui sont répartis dans différentes régions de France. Et donc, on a une organisation des agriculteurs multiplicateurs à travers un organisme qui s'appelle la FNAM, c'est la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, qui mènent qui sont aussi non seulement un syndicat, mais aussi ils ont un service technique, et pratiquement c'est eux qui font toute l'expérimentation en matière de production de semences en France, en liaison avec Arvalis, l'Institut du végétal. Et puis après, il y a d'autres, pour certaines espèces, il y a des syndicats comme l'ANAMSO, hein, mais Bernard Vessière en parlera un petit peu, parce que lui, il travaille pas mal pour la production de semences sur certains sujets concernant la pollinisation. Et puis il y a donc une organisation professionnelle qui est très structurée et que, moi je le dis, mais bon, je suis peut-être partie prenante, j'ai été dans tous les cas partie prenante. Donc en France, on est pratiquement le seul pays au monde à avoir un organisme comme le CNIS, qui est critiqué et peut-être critiquable, mais qui a aussi l'intérêt, en étant à la fois officiel et interprofessionnel, de permettre une bonne concertation entre les services officiels et les différents acteurs de la profession. Justement, je vous ai parlé donc des établissements, des agriculteurs, mais il y a aussi les utilisateurs, les distributeurs. Toute l'interprofession est représentée au CNIS, donc ça fait que souvent les débats sont compliqués, parce que les semences, c'est compliqué. Selon les espèces, il y a des tas de réglementations différentes. Je vais en parler un peu, mais c'est compliqué. Et donc, je vais parler après justement d'un certain nombre d'aspects réglementaires, et en particulier de la gestion des isolements par cartographie informatisée, qui est une des raisons pour lesquelles, par exemple, les Japonais viennent multiplier en France.
les grands semenciers japonais hein, qui inondent un peu en semences la partie asiatique, comme les établissements Taki ou Sakata, ben, ils sont présents en France parce que ce qu'on fait ici les intéresse. Alors, moi, je ne vais pas vous parler de toutes les espèces, bien sûr, hein, il y en a beaucoup trop. Et puis, je vais surtout vous parler des espèces qui sont vraiment concernées par des problèmes de pollinisation et d'isolement de pollinisation. Donc, les éoliagineux, pratiquement, je ne veux pas en parler. On a évoqué le tournesol, le colza, mais Bernard Vessière, je pense, vous en parlera un petit peu. Les légumineuses fourragères, je n'avais pas l'intention de vous en parler. Donc, les fourragères, il y a beaucoup de graminées, mais en France, et surtout productrices traditionnellement de semences de légumineuses à petites graines, en particulier luzerne et trèfle violet. Alors ce matin, on a parlé du trèfle blanc, moi, ça me fait sourire parce que la France a fait des très gros efforts pour produire du trèfle blanc. On a essayé de sélectionner du trèfle blanc, mais on n'a jamais bien réussi. Hein. Il y a quelques variétés françaises, mais il n'y en a pas beaucoup. En fait, les semences de trèfle blanc, on les importe de Nouvelle-Zélande parce que pour eux, pratiquement, c'est un sous-produit là-bas. Donc voilà, on utilise beaucoup de trèfle blanc, surtout ça ne sème à 4 kg, mais c'est très très bon pour les abeilles. Par contre, je vais vous parler beaucoup plus des potagères et un petit peu des florales. Donc là, il y a de très nombreuses espèces concernées qui posent des problèmes différents. Je vais vous parler surtout peut-être des deux espèces pour lesquelles la France a un rôle privilégié, qui sont la carotte et l'oignon. Hein. Donc en France, on produit des semences de carottes et d'oignons pour beaucoup de pays du monde. Et puis, je vous parlerai aussi de la betterave. Là, c'est un peu différent parce que la betterave, elle est essentiellement anémophile. Donc, et donc, on parlera de la betterave, qui est un cas intéressant et qui pose des problèmes particuliers. Alors, en ce qui concerne la pureté variétale, hein, je vous ai dit, c'est surtout ça dont je vais vous parler. Donc, la plupart des espèces de grandes cultures ont ce qu'on appelle une certification obligatoire. Hein. Donc, c'est-à-dire que quand vous achetez, un agriculteur achète des semences certifiées, il y a une étiquette bleue dans laquelle ce qui est garanti qu'il y a eu des contrôles a priori sur la semence en matière de germination, de pureté spécifique, de pureté variétale et d'état sanitaire. Donc, vous voyez qu'il y a des normes qui sont très élevées. Hein, pour les céréales. Alors, comme je vous le disais, quand on fait de la multiplication de semences, il y a plusieurs générations. Et donc, il y a ce qu'on appelle des semences de pré-base, de base. Et puis après, il y a la génération dite des semences certifiées. Mais vous voyez que là, quand même, les normes en matière de pureté variétale, c'est 99,7%. On ne rigole pas avec la qualité en France. Et c'est une des raisons pour laquelle peut-être la France est aussi un grand pays semencier. En matière de tournesol, vous voyez aussi que les normes sont très élevées. Par contre, les potagères, la situation est très différente. Il n'y a pas de certification obligatoire en potagère. Ce serait, je dirais, trop compliqué. Et bon, en fait, la qualité des semences est sous la responsabilité des établissements producteurs. Par contre, le CNIS en particulier, moi quand je m'en occupais, on fait des prélèvements chez les distributeurs, chez les établissements producteurs, on fait des analyses, on essaye de voir quel est le niveau de qualité. Il est irrégulier, ce que je peux vous dire, mais c'est éventuellement des informations qui ne sont pas forcément publiques. Mais si ça dérape trop, on le signale aux établissements, voire on oblige l'établissement à sortir de la commercialisation les semences qui sont de trop mauvaise qualité, en particulier si elles ont, chez les distributeurs, été conservées dans des mauvaises conditions. Hein. La faculté germinative, il y a certaines espèces, si on les laisse au soleil et que de l'humidité, ça ne tient pas longtemps. Par contre, dans de bonnes conditions, on peut conserver des semences pendant une longue période. Donc en matière de potagère, vous voyez, le règlement, lui, c'est marqué simplement « posséder suffisamment d'identité et de pureté variétale ». C'est à l'appréciation de l'établissement, en sachant qu'il y a, pour certaines espèces, c'est difficile. Alors je vous montre un exemple, par exemple, des règlements techniques. Hein, pour chaque type de semence, il y a des règlements techniques extrêmement détaillés qui sont officiels. Donc là, c'est juste, je ne veux pas vous le détailler, mais vous voyez que par exemple là, c'est pour les oléagineux. Donc pour un certain nombre d'espèces, c'est en nombre de plantes par mètre carré qui sont tolérées. Et par contre, souvent pour les hybrides, alors là, ça peut être encore beaucoup plus compliqué. Donc il y a des réglementations. Quand les contrôleurs vont dans les champs ou dans les usines, ils font un certain nombre de contrôles sur la pureté variétale des semences qui sont produites dans ces établissements. Maintenant, je vais vous parler donc effectivement
sujet principal que je voulais évoquer aujourd'hui, qui est donc ce qui a été mis en place depuis de nombreuses années en ce qui concerne la gestion des isolements de la production des semences par cartographie informatisée. Donc en fait, il y a déjà beaucoup plus longtemps, au départ, c'était fait avec des cartes. Hein. Les agriculteurs et les établissements se réunissaient dans les zones où il y a beaucoup de multiplication de semences potagères, et puis on pointait les endroits où il y avait des parcelles de multiplication, on faisait des ronds avec un compas, et puis on mettait ça sur la carte et on se mettait d'accord pour être à distance suffisante quand il y avait deux agriculteurs multiplicateurs qui voulaient produire des variétés de la même espèce à proximité. Depuis, ça a beaucoup évolué, on a beaucoup amélioré le système, et en particulier, là, depuis, ça s'est fait à peu près au moment où j'ai quitté le CNIS, mais on a mis en place un nouveau système de gestion informatisée de ces isolements que je vais vous présenter. Donc, bien sûr, il faut placer les parcelles, en particulier dans certaines régions, mais maintenant on le fait au niveau de la France entière. Il faut mettre en place, il faut décrire effectivement quelle est la culture de manière très détaillée. Et puis surtout, après, il faut qu'il y ait une concertation entre les établissements qui ont demandé aux agriculteurs, qui ont passé des contrats avec ces agriculteurs pour mettre en place des multiplications de semences, et les agriculteurs, parce que finalement c'est eux qui ont la responsabilité pour que les distances d'isolement soient suffisantes entre les différentes variétés d'une même espèce et avec des risques de pollinisation croisée. Derrière, il y a aussi une charte des bonnes pratiques pour éviter, pour que le système fonctionne bien, parce que ça ne va pas sans difficulté, hein, je vais en parler un peu. Et puis, bien sûr, après, maintenant, par Internet, tous les agriculteurs, tous les établissements peuvent visualiser de manière extrêmement précise toutes les parcelles de multiplication en France. Donc, l'objectif, là, c'est vraiment de gérer la coexistence entre les parcelles de multiplication de semences pour assurer, en particulier, la qualité variétale des semences produites. Donc il faut définir des distances d'isolement entre les différentes parcelles des différentes espèces. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des discussions au préalable. Pour ces distances, elles sont bien sûr fonction d'un certain nombre de critères, en particulier du mode de fécondation, hein, s'il s'agit d'espèces allogames ou autogames. Bon, autogames, il y a peu de problèmes, mais enfin il peut y en avoir un petit peu. Du type de pollinisation, entomophile ou anémophile, et puis des types variétaux, on l'a évoqué plusieurs fois au cours de ces journées, mais selon qu'il s'agit de populations, enfin de différents types variétaux, et en particulier avec les hybrides, de manière générale, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Après, il faut que ça se soit validé au niveau français par des accords interprofessionnels, et puis après, que ce soit, enfin, je vais vous donner un exemple, c'est spécifié dans ce qu'on appelle les conventions types de multiplication, hein, qui sont des documents après homologués par le ministère de l'Agriculture pour pouvoir gérer ces distances d'isolement d'une manière consensuelle. Alors, les principes, en ce qui concerne strictement les potagères, donc il y a quand même beaucoup d'espèces qui sont concernées par ces problèmes d'isolement. Vous voyez, il y a des algacées, il y a des apiacées, il y a des astéracées, il y a des brassicacées, des cucurbitacées bien sûr, les fabacées un petit peu moins, elles sont souvent plus autogames, et puis quelques solanacées, mais pas toutes. La tomate, par contre, elle est au contraire extrêmement autogame, mais on a quand même besoin d'un sac. Je ne reviendrai pas sur la tomate, mais vous savez que on l'a évoqué un peu ce matin avec les solanacées aussi, mais il faut qu'il y ait des vibrations, hein, pour faciliter la fécondation des tomates. En particulier, la plupart des tomates aujourd'hui sont cultivées en serre. S'il n'y a pas de vibrations, de l'air qui circule, des ventilateurs ou des insectes, la pollinisation, elle se fait très mal et on n'a pas de fruits, on n'a pas de graines. Donc il faut trouver des moyens d'agiter les tomates pour arriver à avoir de la graine. Alors voilà les exemples, par exemple, de distances d'isolement qui sont, ça c'est un extrait de la convention type potagère. Donc vous voyez des distances qui peuvent varier entre 500 et 5000 mètres entre donc les différentes variétés ou types variétaux. Donc en particulier, vous voyez que dans le cas des hybrides, souvent c'est encore plus précis et réglementé pour arriver à être assuré d'une bonne pureté variétale. Donc je ne vais pas vous montrer toutes les espèces, mais voilà celles qui sont au début de la liste alphabétique. Par exemple, vous voyez que pour le radis, non seulement il y a les différents types de radis et puis les hybrides, mais aussi des spécifications selon
les sous-types de radis qui existent. Et puis je vous ai mis aussi, par exemple, des isolements en matière de production de fleurs. Alors bon, des productions de fleurs, il y en a, ça ne représente pas des surfaces importantes, hein, mais il y a aussi des spécifications dans la convention type sur les isolements qui sont nécessaires en matière de production de fleurs. Il n'y a pas quelques-uns. Moi, j'ai rencontré un agriculteur multiplicateur, par exemple, ils doivent être 2 en France, qui produit des semences de pissenlit. Hein. C'est un métier original, hein, donc il les attrape, je ne sais pas quoi, avec des espèces de filets à papillons. Enfin bon, il faut le faire presque tous les jours. C'est un drôle de métier. Alors, pour rentrer sur ce système de gestion des isolements, donc je vous ai dit qu'il y en avait un logiciel, et là je vous montre un petit peu. Au départ, on faisait la gestion de ces isolements uniquement dans les principaux départements concernés par la production de semences potagères. Le département où c'est le plus important, c'est le Maine-et-Loire. Hein. Je ne sais pas si vous vous promenez de temps en temps dans le Maine-et-Loire, mais dans la vallée de l'Authion, dans un certain nombre de coins, il y a énormément de production de semences potagères, florales. Il y a beaucoup de production diversifiée. Après, il y a la région centre, hein, aussi, où il y a quand même, par contre, là, c'est plutôt des grandes parcelles pour des productions de semences particulières. Et puis, il y a aussi le sud-ouest, avec l'Aude en particulier, où il y a pas mal de production de semences potagères. Et puis, il y a la Drôme, par exemple, aussi, où il y a des conditions privilégiées pour certaines espèces. Et donc, bien sûr, après, c'est important de trouver les endroits où on va faire ces réunions pour valider toutes ces décisions interprofessionnelles. Alors voilà un exemple, pratiquement. Donc, voilà une récolte d'oignons avec une mouesse-batte. Hein, donc, comme il dit les agriculteurs, ils disent qu'ils récoltent les pompons, hein, et puis après, ils vont les faire sécher pour pouvoir faire leurs oignons. Un exemple pour vous montrer, par exemple, pour la carotte, hein, donc, qui est une espèce importante qui est multipliée en France. Là, vous voyez que les zones de production de la carotte, c'est surtout la région centre et le sud-ouest, avec les départements où la multiplication, au total, on a entre 2 et 3 000 hectares de production de semences de carottes par an en France. Voilà donc un champ de semences de carottes, hein, et donc bien sûr pour la carotte, mais on en reparlera un petit peu, puis je crois que Bernard Vessière en parlera aussi un petit peu. On a des problèmes avec la production de semences de carottes depuis quelques années, et on a mis en place tout un programme pour essayer d'améliorer la production de semences, et la pollinisation, effectivement, est un des problèmes qui est pris en compte. Alors, pratiquement, comment fonctionne ce logiciel? Donc d'abord, aujourd'hui, sur ce logiciel, on peut par Internet consulter une carte de toute la France, avec la possibilité de faire des requêtes, de suivre le parcellaire. Donc là, je vais défiler rapidement pour vous montrer. Donc vous voyez, c'est extrêmement précis. Hein. On dessine la parcelle en multiplication de semences sur ce logiciel. Et après, on rentre un certain nombre d'informations très précises sur pour chaque contrat de multiplication. On remplit toutes les informations détaillées sur le type variétal et sur et il y a une fiche de culture qui apparaît et qui permet donc aux établissements concurrents ou aux agriculteurs de savoir exactement quelles sont les caractéristiques de cette parcelle en multiplication de semences. Donc après, une fois que tous les établissements ont placé les parcelles en multiplication de semences qu'ils veulent faire dans une zone, il y a donc des réunions régionales où tous les établissements concernés sont présents et des représentants des agriculteurs multiplicateurs seront présents aussi pour valider le placement de ces parcelles et vérifier que les distances d'isolement sont suffisantes. Alors, en général, normalement, c'est les distances que je vous ai présentées tout à l'heure, mais pour des raisons particulières, les établissements peuvent demander parfois des distances encore plus importantes. Donc tout ça, ça se négocie au coup par coup dans un certain nombre de réunions régionales qui ont lieu tous les ans dans différentes régions de France pour pouvoir arriver à se mettre d'accord sur l'emplacement précis de ces parcelles. Donc, éventuellement, quand il y a des conflits, et ça arrive régulièrement, donc il vaut mieux les résoudre avant, parce que si on a à les résoudre après, ça coûte très cher. Hein. C'est quand même les agriculteurs après qui en supportent les conséquences, mais donc un hectare en multiplication de semences d'oignons, ça coûte, d'hybrides, ça coûte 10 à 15 000 euros facilement. Donc pour l'agriculteur, c'est une catastrophe. Donc à ces réunions sont présents les techniciens des établissements, des représentants des agriculteurs multiplicateurs
et les responsables du CNIS qui, eux, s'occupent de faire tourner la machine et d'animer ces réunions. Donc il y a une charte des bonnes pratiques pour justement gérer ces problèmes, avec donc des règles d'utilisation pour gérer ces placements avec cet outil cartographique. Il y a des protocoles régionaux, parce qu'en plus il y a des règles nationales, mais il y a aussi des règles régionales qui sont aussi le fruit de l'expérience et du passé de chacune des régions. Donc il y a des groupes de travail cartographie qui travaillent au niveau national et après qui sont validés au niveau régional. Et puis après, les décisions sont validées au ce qu'on appelle le comité permanent de la sélection potagère et florale à Paris, où sont représentés tous les représentants de l'interprofession. Alors, les utilisateurs doivent s'engager à un certain nombre de points concernant la cartographie, avec un accès pour les agriculteurs multiplicateurs. Les établissements semenciers placent les parcelles. Le CNIS contrôle les isolements grâce à la cartographie informatisée. Donc le logiciel permet de faire ça de manière facile et rapide. Et les agriculteurs multiplicateurs, après, peuvent vérifier la localisation précise de leurs parcelles. Tout ça est validé en réunion. Alors il y a des problèmes qui se posent forcément, en particulier le problème d'antériorité. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui depuis plusieurs années avait une parcelle de multiplication dans un lieu, il a forcément priorité par rapport à d'autres qui voudraient faire une multiplication à une distance inférieure à la distance d'isolement. Donc il faut qu'il y ait une concertation, une organisation pour gérer ces problèmes d'antériorité. Donc là, vous voyez, ça fait partie des difficultés de la gestion, parce que les agriculteurs, même s'il en a fait une année, il peut très bien interrompre 1 ou 2 ans, puis vouloir en refaire 1 ou 2 ans. C'est pas qu'il ne pouvait pas, c'est que l'établissement lui a demandé, parce que les productions de semences, elles sont assez fluctuantes aussi. Les semences, ça se conserve, il y a des années où ça produit bien. Les rendements en semences, ils peuvent être assez fluctuants, si vous voulez. Donc tout ça demande une gestion qui est assez compliquée. Et s'il n'a pas pu faire de multiplication de semences pendant 1 ou 2 ans, il a quand même l'antériorité. Donc il faut garder la trace de tout l'historique des multiplications de semences dans toutes ces parcelles. Alors après, vous voyez aussi qu'il y a une priorité pour celui qui est prioritaire par rapport à un agriculteur qui louerait une parcelle juste à un endroit qu'il arrangerait pour faire une multiplication à un endroit. Donc là, c'est logique qu'il y ait une priorité aux propriétaires. Et puis aussi priorité aux sites de recherche, donc, qui posent des problèmes particuliers. Donc là, vous voyez un exemple de l'accès aux agriculteurs multiplicateurs qui leur permet, surtout dans leur région, de voir où sont les multiplications des différentes espèces à proximité de leur exploitation, et donc de pouvoir dire s'ils peuvent multiplier une autre espèce, une autre variété qui ne poserait pas de problème d'isolement. Donc pour là, je vais passer. Donc vous voyez, l'agriculteur, il a aussi accès à un certain nombre d'informations. Donc aujourd'hui aussi, avec les progrès de l'informatique, il y a aussi la géolocalisation qui permet de gérer ça de manière beaucoup plus facile. Alors ça, je vous parlais surtout là pour l'instant des parcelles en plein champ, des parcelles en grande culture, mais donc aussi il y a beaucoup de semences potagères qui sont produites sous abri, donc dans des tunnels, et donc qui demandent des préconisations spécifiques, mais aussi aujourd'hui, depuis maintenant 5 ou 6 ans, tous les tunnels sont aussi cartographiés. Et donc pour les tunnels, bien sûr, on a des problèmes de pollinisation qui sont particuliers, parce qu'en général, il faut introduire les pollinisateurs. Donc là, il y a une réglementation spécifique maintenant pour aussi la production de semences potagères dans les tunnels. Là, je vous parlais de la FNAMS tout à l'heure, et maintenant je vais vous parler un petit peu des pollinisateurs, mais moi je ne suis pas un spécialiste. Simplement pour vous montrer dans un article publié par la FNAMS il n'y a pas longtemps, il y a déjà quelques années, ça, des comparaisons, c'est des choses qui reviennent sur ce qu'on a entendu aussi hier et un peu aujourd'hui, mais un certain nombre de choix que les agriculteurs vont faire pour savoir s'ils vont mettre en place des ruches avec des abeilles domestiques ou des bourdons qui, selon les espèces et selon un certain nombre de critères, peuvent avoir des avantages ou des inconvénients.
Donc il y a en particulier des problèmes de température, je vais revenir dessus. Là, c'était pour vous montrer un peu ce qui est diffusé aux agriculteurs pour choisir les ruches qu'ils vont mettre en place dans leurs abris. Donc, bon, là, juste, je cite un certain nombre de problèmes qui vont être évoqués. On a parlé de l'autopollinisation des tomates. Hein. Donc, c'est les tomates non hybrides. Vous savez que les tomates hybrides, pratiquement, elles sont fécondées à la main. Hein. Et c'est, en général, même c'est encore fait à Taïwan, parce que le prix de la main-d'œuvre, féconder des tomates à la main, c'est du boulot. Et donc, on le fait dans les pays où la main-d'œuvre ne coûte pas cher. Bon, il y a d'autres espèces qui s'autopollinisent surtout, comme un certain nombre de favacées, la laitue. Bon, par contre, la plupart des espèces que j'ai citées donc, sont à pollinisation croisée et les variétés hybrides posent souvent des problèmes plus compliqués. Les espèces anémophiles, je reparlerai de la betterave, mais en particulier, il y a l'épinard aussi. Il y a des problèmes de durée de la pollinisation. Hein. Vous voyez que bon, la pollinisation, souvent, ça se fait sur un temps très court, hein, quelques heures pour certaines cucurbitacées, quelques jours pour des choux, des carottes. Donc il faut que les pollinisateurs soient là au bon moment. Et donc il faut arriver à prévoir la location de ruches ou de pollinisateurs pour que la pollinisation soit efficace, pour que la production soit rentable. Donc les agriculteurs sont amenés à louer des ruches. Alors ils peuvent les louer à des apiculteurs. Aussi sont mis en place des groupements régionaux d'apiculteurs pollinisateurs professionnels, sous le nom du GRAP, et qui élèvent des colonies qui sont adaptées spécifiquement à la pollinisation de différentes cultures sous abri. Il y a aussi des élevages de bourdons qui sont réalisés pour les producteurs de semences par des producteurs spécialisés. Et il y a aussi certaines mouches qui sont utilisées pour la production de semences. Donc là, quand on loue des ruches, ben, il faut prendre un certain nombre de précautions. Donc définir le nombre de ruches qui sont nécessaires dans un tunnel. Tout ça, c'est surtout en ce qui concerne les productions de semences sous abri. Hein. Donc il faut que les larves soient à la bonne période pour qu'elles puissent devenir utiles au moment où on en aura besoin. Il faut les calculer en fonction du nombre de fleurs à polliniser, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de surbutinage, parce que ça peut provoquer les coulures des fleurs, et donc au contraire diminuer la production de semences. Après, il faut placer les ruches au bon endroit dans les abris, donc généralement légèrement à hauteur, à proximité d'une paroi, de préférence au nord-ouest, afin que les pollinisateurs aillent se promener bien dans l'ensemble de l'abri et assurent une bonne fécondation. Il y a aussi d'autres critères qui peuvent être importants. Hein. On a parlé de la lumière, mais par exemple, ben les abeilles utilisent les ultraviolets et la lumière polarisée, et donc il leur faut une luminosité suffisante pour pouvoir bien faire leur travail. Quand il y a des nuages, les abeilles sont moins efficaces, et donc il faut faire attention. Ça pose des problèmes. Le plastique aussi utilisé pour les tunnels peut avoir une influence, puisqu'il leur faut pas mal de lumière. Bon, il y a le problème de la température aussi qui se pose. Hein. En dessous de 10 degrés, ça ne marche pas bien. Et au-dessus de 35 degrés, ben, pour les bourdons, ça ne marche plus bien du tout non plus. Et l'activité est moindre aux heures les plus chaudes. Tout ça, c'est des points qui peuvent poser problème aux agriculteurs multiplicateurs. Bon, puis après, il y a d'autres difficultés qui se posent. Donc, normalement, toutes les productions de semences de ces espèces-là doivent être déclarées au CNIS, hein, pour éviter justement des pollinisations, alors qu'il y a des tas de précautions qui sont prises. S'il y a quelqu'un qui s'amuse à faire une multiplication à une distance trop proche, eh ben, ça peut ficher en l'air la production de ceux qui ont joué de jeu. Donc les établissements on est censé déclarer des productions de semences au CNIS, et régulièrement, en particulier, ben, il y a des Hollandais, hein, moi j'ai été confronté à ce genre de problème, qui font des multiplications d'oignons parce que ça leur rapporte beaucoup d'argent sans les déclarer. Et donc après, quand on apprend, ben, on est obligé d'agir parce que ça peut ficher en l'air la production d'autres multiplicateurs. Donc après, il peut y avoir des indemnisations et des destructions de cultures éventuellement si la personne n'a pas respecté les accords. On peut aussi toujours essayer de procéder à l'amiable, hein, c'est toujours mieux, et éventuellement faire des échanges de lieux de production entre établissements, entre agriculteurs, pour arriver à résoudre des problèmes d'isolement. Je vais vous parler un peu de la betterave.
Donc la betterave, ben, sous le nom Beta vulgaris, le nom de l'espèce, il y a des choses très différentes. Hein. Là, ben, il y a des betteraves sucrières, hein, donc c'est quand même en surface, c'est de loin ce qui est le plus important. Et en production de semences, c'est de loin ce qui est le plus important. Mais il y a aussi des betteraves fourragères avec des formes et des couleurs différentes. Hein. Il y en avait 1 million d'hectares au lendemain de la guerre. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 20 000 hectares. Il y a des betteraves potagères qui sont rouges. Et donc aussi, là, quand il y a du pollen d'une betterave potagère qui va aller dans les betteraves sucrières, c'est une catastrophe. Et c'est ça dont je vais un peu parler. Et puis il y a aussi ben, les blettes, hein, les bêtes, les carnes, enfin elles ont différents noms, mais aussi qui sont très colorées. Et que maintenant, il y a un certain nombre de mairies, par exemple, qui mettent sur les ronds-points. Et si on laisse monter ça à graines, ben, ça peut ficher en l'air la production d'un producteur de semences de betteraves sucrières. Donc tout ça, c'est des problèmes qu'on essaye de résoudre. Voilà des techniciens dans un champ de production de semences de betteraves, en particulier dans le Lot-et-Garonne. Parce qu'il faut savoir que pratiquement la moitié des productions de semences pour toute l'Europe sont dans le Lot-et-Garonne. L'autre moitié, elle est essentiellement en Italie, parce que justement les établissements, s'ils ont des difficultés de production dans un pays, ben, ils peuvent essayer de compenser avec des productions dans un autre pays. Donc ils aiment bien avoir des lieux de production relativement éloignés les uns des autres pour pallier à des problèmes de production. Mais donc, le Lot-et-Garonne, il y a ce qu'on appelle une zone protégée, c'est-à-dire dans toute une zone importante du Lot-et-Garonne, il y a une réglementation spécifique qui interdit la production de betteraves, en tous les cas de laisser monter à graines des betteraves, et en particulier des betteraves potagères ou des bêtes qui ficheraient en l'air la production de semences. Donc effectivement, pour la betterave, la pollinisation anémophile est majoritaire. Les distances par le vent, le pollen de betterave peut faire des très grandes distances. J'ai mis 20 km, mais ça peut faire 40 km. Donc il faut, en particulier, non seulement il y a cette zone protégée dans le Lot-et-Garonne, mais en plus, depuis, plus récemment, on a créé ce qu'on appelle des zones tampons, c'est-à-dire que pratiquement sur 15-20 km au sud-ouest du Lot-et-Garonne, il y a toute une zone où les établissements s'engagent à ne faire aucune production de betteraves pour ne pas risquer des contaminations de la zone protégée. Et pour aussi protéger, donc les agriculteurs multiplicateurs s'organisent eux-mêmes entre eux pour aller faire des tournées. C'est-à-dire qu'ils tournent et puis regardent dans les potagers s'il y a des gens qui s'amusent à laisser à monter à graines des betteraves. Ben pour eux, ils proposent de casser la montée à graines et ils offrent des semences de betteraves potagères pour pas que les gens soient tentés de s'amuser à ça parce que eux, ça a des conséquences économiques très graves pour eux. Voilà, donc voilà en ce qui concerne donc, quelques points sur les problèmes spécifiques de la betterave, de l'espèce betterave. Donc voilà aussi, à titre d'exemple, le règlement technique betterave, vous voyez, donc qui est aussi extrêmement détaillé. Ça, ce n'est que la partie, je dirais, distance d'isolement, mais le règlement technique, il fait plusieurs pages. C'est quand même très réglementé pour produire des semences, pour arriver à avoir une qualité maximum. Non, je vais évoquer juste un autre problème, c'est la production de semences de carottes. Donc depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années maintenant, les multiplicateurs de semences de carottes sont inquiets parce qu'ils voient des baisses de rendement qu'ils n'expliquent pas. Donc on a mis en place tout un programme pour essayer de mieux comprendre ces baisses de rendement. Donc il y a différents types d'explications. Bernard Vessière pourra peut-être vous en parler un petit peu. Moi, je ne suis pas un spécialiste. J'étais au CNIS au moment où on a lancé le programme, mais je ne sais pas comment il a évolué. Mais lui, il pourra mieux vous en parler. Et bien sûr, il peut y avoir des problèmes climatiques, des problèmes de sol, des problèmes de type variétaux, des problèmes de ravageurs, d'autres problèmes, mais aussi des problèmes de pollinisation. Simplement, ce que je sais, c'est que là, récemment, donc, il y a eu une expérimentation sur 3 années où on a mis en place on a essayé de tester différents types de pollinisateurs, en particulier des pollinisateurs sauvages et des abeilles domestiques. Et simplement, il est sorti qu'il y avait une corrélation positive, surtout si entre le rendement et les pollinisateurs utilisés, si on mettait à la fois des abeilles domestiques et des pollinisateurs sauvages. 5 minutes, d'accord. Non, ça, parfait, merci. Alors, je vais citer juste aussi quelques problèmes que moi j'ai entendus au cours de mes activités professionnelles au CNIS sur la multiplication de sauvages. Donc par exemple,
Ben, en ce moment, c'est très à la mode. On veut mettre des plantes locales partout pour restaurer la flore d'avant. Mais pour les multiplicateurs de semences, ça peut poser des gros problèmes, en particulier sur les bordures d'autoroute. Hein. On a semé des hectares avec des carottes sauvages. Ben, les multiplicateurs qui avaient des parcelles à proximité de l'autoroute, ben, c'est cuit pour eux. Hein. Ils ne peuvent plus produire des semences de carottes parce que ça pollue, entre guillemets, leur production de semences de carottes. Alors, par exemple, aussi la facélie. Hein. Donc, la facélie, c'est très mellifère. Hein. Il y a eu un peu, au moment où on a parlé des jachères, il y a plein de gens qui se sont mis à faire des facélies. Mais pour certains multiplicateurs, c'est une catastrophe. Parce que l'agriculteur multiplicateur qui a loué des ruches, qui l'a mis dans son champ pour favoriser la pollinisation au moment T, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a mis de la facélie. Hop, toutes les abeilles, elles fichent le camp. Et elles vont polliniser les facélies, et lui, il a payé pour ses ruches, et il ne retrouve pas du tout son compte. Donc voilà, c'est des genres de problèmes que les agriculteurs multiplicateurs n'apprécient pas. Donc il faut essayer d'arriver à mettre tout le monde d'accord. Donc il faut écrire, il faut faire comprendre qu'il y a des contraintes dans certains métiers. Alors l'histoire des fleurs de luzerne, on en a déjà parlé. Hein. Et puis il y a donc par exemple aussi je l'évoquais aussi, des multiplications de semences non déclarées. Donc tout à coup on découvre qu'il y a quelqu'un qui fait de la multiplication et qu'on ne le savait pas. En ce moment c'est à la mode aussi, il y a des gens qui disent qu'ils veulent faire des bombes à semences. C'est très gentil, mais s'il y a des gens qui s'amusent à faire des bombes à semences à proximité avec des espèces qui peuvent poser problème, les multiplicateurs, eux, ça fiche leur production en l'air. Là, j'ai voulu juste citer autre chose pour leur dire que, bon, j'ai parlé des agriculteurs multiplicateurs. Il y en a qui sont vraiment très techniques. Alors, ça ne concerne pas directement la pollinisation, mais indirectement si. Vous savez qu'une maladie de l'oignon en particulier, c'est le mildiou. Alors, quand on fait des oignons, l'oignon que vous mangez, ça ne dure pas longtemps, donc on arrive à produire. Mais pour les productions de semences, comme c'est une culture qui dure plus longtemps, il peut y avoir des problèmes de maladie beaucoup plus importants. Parce que la maladie a plus de temps pour se développer. Donc il y a des grosses actions qui ont été faites en particulier pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires pour lutter contre le mildiou de l'oignon. Et en particulier, vous voyez que dans cette parcelle, il y a une sonde qui est en fait un petit poste météo qui communique par Internet avec le CTIFL qui est à Paris. Hein. Donc il envoie des informations extrêmement détaillées sur l'humidité, sur la température, et qui permettent au CTIFL de faire des abacs, qui permettent de prévoir s'il va être utile ou pas de traiter contre le mildiou. Et donc c'est des systèmes comme ça qui coûtent quand même très cher, qui sont difficiles à mettre en place, qui demandent une grande concertation, qu'on peut arriver à diminuer le nombre de traitements sur des productions de semences spécialisées. Alors aussi, les traitements, donc, bien sûr, ici on a parlé un peu des néonicotinoïdes. Moi, je ne vais pas en parler, mais je vais vous parler par contre des traitements pour la production de semences. Enfin, je vais vous en dire quelques mots. Pour faire des bonnes semences, la question se pose vraiment. Est-ce qu'il vaut mieux avoir le droit d'utiliser quelques produits pour faire des bonnes semences qui seront pures, qui seront propres, dans lesquelles il n'y aura pas de mauvaises herbes et qui seront en bon état sanitaire, donc avoir des semences de très bonne qualité qu'on va vendre aux agriculteurs ou aux particuliers, donc bénéficier d'utiliser davantage, mais sur des surfaces très réduites, pour qu'après, on évite de traiter en plein champ sur des grandes surfaces, ce qui serait plus dangereux pour la faune, enfin tous les problèmes posés par les pesticides. Donc effectivement, depuis qu'il y a eu Ecophyto, il y a eu des discussions, et il y a un certain nombre de produits qui bénéficient de ce qu'on appelle les usages mineurs, où on a des autorisations spécifiques pour la production de semences, d'utiliser certains produits pour fournir des semences de bonne qualité qui permettent après de réduire les traitements en plein champ. Alors par exemple, il y a aussi le problème des semences biologiques. Moi, j'ai été confronté particulièrement parce que j'ai eu en particulier à créer, à gérer la base de données semencesbiologiques.org, qui a été rendue obligatoire dans tous les pays européens il y a déjà une quinzaine d'années, pour que les agriculteurs qui font de la production AB, agriculture biologique, parce que le règlement a changé à ce moment-là, il y a obligation d'utiliser des semences biologiques quand on est en agriculture biologique. Alors, on peut discuter sur l'intérêt d'utiliser des semences biologiques, mais ça fait partie du règlement. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de semences biologiques pour un grand nombre d'espèces ou de variétés. Donc, il faut qu'ils puissent avoir des dérogations.
Et pour avoir une dérogation, il faut qu'ils aillent vérifier, et en particulier c'est l'objet de ce site semencebiologique.org, qu'il n'y a pas de disponibilité dans la variété, dans l'espèce et la variété qu'ils veulent. Donc ce site il permet à tous les établissements producteurs de semences de référencer toutes les espèces et variétés dans lesquelles ils ont des semences biologiques. Si les agriculteurs ne trouvent pas la semence dont ils ont besoin, ils font via le site une demande de dérogation qu'ils fournissent après à leur organisme certificateur, et comme ça ils n'ont pas de pénalité sur leur production de semences biologiques. Donc ça fait, voilà, c'est pour montrer que tout ça, ça pose, et ça explique aussi que les semences biologiques coûtent plus cher, et que tout ça pose des problèmes qui sont souvent pas bien connus du grand public. Voilà, donc en guise de conclusion, moi ce que j'ai ressenti en tous les cas pendant mes années professionnelles, il y a pas mal de conflits qui sont regrettables entre les agriculteurs, les semenciers, les jardiniers amateurs, plutôt par ignorance et par non-compréhension des enjeux qui sont derrière. Donc il faut qu'il y ait de l'information, il faut que les gens comprennent que certains ont des contraintes sérieuses pour permettre une production de semences de qualité. La réglementation est souvent présentée aujourd'hui, moi je l'ai ressenti et je continue à le ressentir, de manière orientée, un peu contre les semenciers par les grands médias. Il y a beaucoup de bêtises qui sont dites sur A2 ou sur Arte, dans les émissions, il y a quand même pas mal de bêtises qui sont dites. Et puis je voudrais rappeler, parce qu'il y a des gens qui disent le contraire, que tout le monde a le droit de produire toutes les semences qu'il veut à son usage personnel. Les seules productions de semences qui sont interdites, c'est les drogues, c'est le cannabis ou des choses dangereuses. Mais sinon, tout le monde a le droit de produire des semences comme il veut, mais par contre, il faut respecter le travail des autres. Voilà.